En 1966, les patrouilles américaines se faisaient prendre en embuscade sans même percevoir la présence des Viet Cong à proximité. Les pertes s'accumulaient, la frustration montait. Aucune stratégie ne portait ses fruits. Puis, les commandants américains remarquèrent un phénomène curieux. Un petit contingent de forces spéciales australiennes, SAS, opérant dans les mêmes zones, ne rencontrait aucune difficulté. Leur taux de succès n'était pas seulement supérieur, il était multiplié par 3. Comment une poignée d'Australiens parvenait-il à triompher là où des milliers d'Américains échouaient? Les États-Unis s'étaient engagés au Vietnam avec des doctrines issues de la Seconde Guerre mondiale. Des opérations massives, des déplacements bruyants, une puissance de feu écrasante. Ces méthodes avaient anéanti des armées en Europe et dans le Pacifique, mais la jungle se moquait des victoires passées. Les unités américaines avançaient en peloton, voire en compagnie. Elles généraient du bruit, elles laissaient des traces évidentes. Les Viet Cong les entendaient approcher de loin. À leur arrivée, l'ennemi avait disparu dans la végétation dense, ou pire, il les attendait pour tendre une embuscade. Les troupes subissaient de lourdes attaques. Le moral s'effritait. Les officiers comprirent qu'ils menaient le mauvais type de conflit. Une superpuissance s'était aventurée dans une forêt indifférente à la hiérarchie, à la technologie ou au nombre. C'est alors que les Australiens entrèrent en scène. Les SAS australiens débarquèrent au Vietnam en 1966, mais leur expertise remontait à bien plus tôt. Ils descendaient des SAS britanniques, cette unité d'élite qui avait révolutionné la guerre non conventionnelle. Plus crucial encore, ils portaient les enseignements de l'urgence malaise, où des forces britanniques et australiennes avaient traqué des insurgés communistes dans une jungle épaisse pendant des années. Ils maîtrisaient déjà ce terrain. Ils savaient se déplacer, observer, patienter. Les commandants américains constatèrent rapidement leur efficacité. De petites patrouilles australiennes s'infiltraient en territoire contrôlé par les Viet Cong et revenaient avec des éliminations confirmées, des provisions saisies et des renseignements vitaux. Sans éclat, sans perte, juste des résultats concrets. Pour saisir comment les Australiens multipliaient par 3 leur taux d'efficacité, il faut comprendre ce qu'ils maîtrisaient et ce que les Américains ignoraient. Les SAS ne luttaient pas contre la jungle, ils s'y fondaient. Leur groupe était réduit, 5 hommes, parfois 4. Ils progressaient dans un silence absolu. Pas de paroles inutiles, pas de gestes superflus. Chaque bruit était calculé, chaque pas était sondé avant d'être posé. Ils décryptaient la jungle comme un code. La façon dont les feuilles s'orientaient, la trajectoire des oiseaux, l'odeur de la terre fraîchement remuée, l'absence de bourdonnement d'insectes. Pour les SAS, ces indices n'étaient pas anodins. Ils étaient essentiels à la survie. Ils ne cherchaient pas l'ennemi, ils le pistaient. Les empreintes révélaient le nombre d'individus, leur profondeur indiquait le poids porté. Les brindilles cassées pointaient la direction. Les Australiens lisaient une piste comme un récit. Et lorsqu'ils localisaient l'adversaire, ils ne se précipitaient pas. Ils attendaient. Ils se positionnaient idéalement. Ils dominaient la zone de tir. Ils s'assuraient que chaque coup porterait. Les Australiens n'étaient pas de simples combattants. Ils étaient des chasseurs experts. Les Viet Cong devenaient leur proie. Leur taux de succès n'était pas dû au hasard. C'était le fruit d'une discipline et d'une doctrine appliquées avec une précision chirurgicale. Les SAS installaient des embuscades avec une géométrie impeccable. Ils analysaient les accès, ils évaluaient les angles de tir. Ils se plaçaient là où l'ennemi serait le plus vulnérable et le moins réactif. Quand ils déclenchaient l'assaut, c'était fulgurant et concis. Ils n'ouvraient le feu qu'en cas de certitude absolue. Gaspiller des munitions impliquait un ravitaillement. Le ravitaillement générait du bruit. Le bruit signifiait une exposition. Chaque projectile devait compter. Ils remontaient les traces des patrouilles Viet Cong à rebours. S'ils découvraient un sentier, ils ne le suivaient pas en avant. Ils le parcouraient en sens inverse vers les zones de regroupement, les camps, les dépôts de munitions. Cela leur fournissait des informations qui orientaient les opérations pendant des semaines. Ils interprétaient le terrain comme des stratèges.
Les variations de poids dans les pas indiquaient une charge lourde. L'espacement des foulées trahissait l'urgence ou la prudence. Les changements de direction révélaient l'hésitation ou l'assurance. Et ils évitaient les pièges dès que la jungle se taisait. Le silence annonçait la proximité de l'ennemi. Les SAS s'immobilisaient, évaluaient, et soit se retiraient, soit se repositionnaient pour frapper d'un angle imprévu. Une patrouille s'arrêta net. Une feuille était orientée de travers. Les Australiens comprirent que quelqu'un était passé peu avant. Ils devinèrent une embuscade en préparation. Au lieu d'y foncer, ils contournèrent la zone mortelle et attaquèrent par l'arrière. Les Viet Cong n'eurent pas le temps de réagir. C'était l'atout des SAS, une conscience totale, une patience infinie, un contrôle absolu. Les commandants américains commencèrent à envoyer des conseillers pour observer les patrouilles SAS. Ce qu'ils virent les stupéfia. Les Australiens avançaient plus lentement qu'imaginable. Une patrouille pouvait parcourir 2 kilomètres en 6 heures. Ils s'arrêtaient sans cesse, écoutaient, scrutaient, adaptaient. Ils exploitaient le terrain au lieu de le défier. Ils progressaient dans les dépressions où les sons s'étouffaient. Ils évitaient les crêtes où les silhouettes se découpaient. Ils traversaient les rivières aux courbes où l'eau couvrait les bruits. Les Américains avaient été formés à agir avec détermination et agressivité. Les SAS, eux, privilégiaient la patience et l'invisibilité. C'était une philosophie de guerre radicalement différente. Le respect s'installa, et avec lui, l'imitation. Si les Américains voulaient survivre, ils devaient réapprendre le combat. Les Australiens étaient prêts à leur montrer comment. De jeunes soldats américains rejoignirent les patrouilles SAS en tant qu'observateurs. Ce fut un choc culturel. Pas de discussion, signaux manuels uniquement. Pas de sacs encombrants remplis d'équipements superflus. Pas de métal susceptible de teinter. Pas de formation prévisible. Pas de marche à rythme normal. Les Australiens avançaient au ralenti. Ils se figeaient pendant des minutes. Ils testaient chaque branche avant de l'écarter. Ils respiraient discrètement. Ils se transformaient en fantômes. Les Américains le décrivaient comme « suivre des ombres ». La patrouille ne traversait pas la jungle, elle s'y insinuait. Au début, les Américains s'impatientaient. C'était trop lent, trop prudent. Mais ils commencèrent à percevoir ce que voyaient les SAS. La jungle n'était pas chaotique, elle était lisible. Une toile d'araignée brisée signalait un passage récent. De la boue sur les feuilles indiquait une glissade. La végétation écrasée pointait la direction. L'ennemi semait des indices partout. Les embuscades suivaient des schémas. Les Viet Cong favorisaient certains reliefs. Ils s'installaient près des points d'eau. Ils utilisaient la végétation épaisse pour se camoufler. Ils se postaient là où les chemins se rétrécissaient. Une fois le motif compris, on pouvait anticiper le piège. La lenteur n'était pas une faille, c'était une sauvegarde. La vitesse menait à la mort. La discipline décidait des affrontements. Les Américains saisirent enfin pourquoi le taux de succès des SAS était si élevé. Ce n'était pas une question de tir plus précis, c'était une observation supérieure. Les SAS évitaient rarement les embuscades parce qu'ils les détectaient à l'avance. Pour la première fois, les troupes américaines ne réagissaient plus aux attaques, elles les prévoyaient. Le changement se propagea rapidement. Les unités américaines adoptèrent les méthodes de patrouille SAS. Les équipes de reconnaissance se réduisirent drastiquement. Au lieu d'escouades, on envoya des groupes de 4 ou 5 hommes. Les déplacements devinrent mesurés. La discipline sonore devint obligatoire. Les soldats apprirent à analyser le terrain et à traquer les mouvements ennemis. Les équipes de reconnaissance à longue portée, les LRRP, copièrent la doctrine de furtivité des SAS. Elles s'entraînèrent au silence. Elles cultivèrent la patience. Elles cessèrent de vouloir dominer la jungle et commencèrent à s'y intégrer. La puissance de feu passa au second plan derrière la vigilance. Les commandants comprirent que prévenir un contact valait mieux que le gagner. L'objectif évolua, comprendre la position de l'ennemi sans se faire repérer.
Les officiers américains réalisèrent enfin pourquoi les SAS excellaient tant. Les Australiens n'étaient pas de meilleurs guerriers, ils étaient plus habiles à esquiver les combats inutiles et à maîtriser ce qu'ils engageaient. Mais la transformation la plus profonde était encore à venir, et elle allait remodeler les opérations spéciales américaines pour des décennies. L'influence des SAS australiens ne s'arrêta pas au Vietnam. Elle s'inscrivit dans l'ADN des forces spéciales américaines. Les LRRP évoluèrent vers le 75e régiment de Rangers modernes. Leur doctrine de reconnaissance, leur tactique en petites unités, leur insistance sur la discrétion, tout remontait aux leçons apprises au Vietnam, transmises par les Australiens. Les bérets verts renforcèrent leur discipline en jungle. Ils avaient toujours privilégié la guerre non conventionnelle, mais les SAS leur révélèrent ce qu'était une véritable expertise de terrain. La patience, le silence, les déplacements invisibles. Les équipes SEAL adoptèrent les méthodes de reconnaissance SAS. Leur focalisation sur les petites patrouilles, l'observation détaillée et les engagements contrôlés reflétaient l'impact australien. Devenir partie intégrante de l'environnement plutôt que de le soumettre. La Delta Force puisa ses principes initiaux de terrain dans les modèles SAS britanniques et australiens. L'accent sur la sélection, la discipline et l'autonomie opérationnelle reflétaient l'esprit SAS. Les équipes de reconnaissance SOG, parmi les plus élites au Vietnam, employèrent les techniques de déplacement australiennes. Elles apprirent à pister, à décrypter le relief, à éviter les détections. Les missions les plus périlleuses exigeaient les soldats les plus discrets. Les tactiques modernes en petites unités américaines sont ancrées dans la philosophie SAS. L'importance de la conscience situationnelle, de l'exploitation du terrain et de la violence maîtrisée. Ces éléments n'étaient pas des inventions américaines, c'étaient des enseignements australiens. L'Amérique entra au Vietnam en superpuissance. Elle en ressortit avec l'expertise d'un chasseur d'élite, grâce à quelques centaines d'Australiens. Mais il y eut un prix que le monde évoque rarement. Les patrouilles SAS étaient brèves, mais d'une intensité extrême. Des jours de silence total, de vigilance constante. Le fardeau psychologique de savoir qu'une erreur, un bruit, un instant d'inattention pouvait anéantir tout le groupe. Beaucoup de vétérans SAS parlaient peu de leurs épreuves. Non par soif de gloire, mais parce que la jungle leur avait inculqué une leçon rare. La survie ne repose pas sur le courage, mais sur une discipline si absolue qu'elle devient instinctive. Les SAS n'ont jamais réclamé de reconnaissance, et c'est précisément pourquoi ils la méritent. Les SAS australiens n'ont pas seulement combattu au Vietnam, ils ont transformé la façon dont l'Amérique mène ses guerres. Des jungles d'Asie du Sud-Est au désert du Moyen-Orient, leur doctrine devint la norme, leur patience devint la règle, leur professionnalisme discret devint le modèle pour toutes les unités d'élite ultérieures. La puissance de feu remporte des batailles, mais la maîtrise authentique modifie les doctrines.